À court terme, le vote de la loi qui va limiter la Cour suprême a entraîné une forte baisse du shekel et de la bourse. À long terme, elle va changer la gouvernance économique en Israël. Et nous sommes aujourd'hui avec le docteur Daniel Guggenheim et nous allons tout de suite, pour parler des chroniques économiques, commencer avec l'actualité brûlante qui va avoir apparemment, Daniel, des conséquences économiques. La réforme judiciaire s'invite, on va dire, sur le marché économique. Donc, que va-t-il se passer puisque l'annulation de la loi pour motif d'irraisonnabilité a été votée. Donc, on en est où, économiquement parlant ? Oui. Je ferai une différence entre des conséquences à court terme et des conséquences à moyen terme. Premièrement, les conséquences à court terme, et c'était attendu, le shekel a beaucoup baissé alors que juste avant, il avait bien augmenté, c'était les jours d'avant sur le marché. Et la bourse également, qui s'était ressaisie ces derniers jours, après le vote, a baissé. Ça, c'est ce qu'il y a de court terme. Je voudrais d'ailleurs insister sur 2 points à court terme aussi. C'est que il y a eu, le jour du vote, il y a eu une grève de ce qu'on appelle les patrons. Les 150 plus grands patrons d'Israël ont dit on fait grève, et notamment ceux qui possèdent les canyonim, les centres commerciaux. Maintenant, il y a des gens, des indépendants souvent, qui ont loué là-bas des bureaux. Et donc, ils n'ont pas pu travailler. D'autres magasins, etc., qui ne voulaient pas faire grève et qui ne voulaient pas fermer. Oui. Et qui ont été contraints de le faire. Exactement, qui n'ont pas pu travailler comme d'habitude, ou bien parce que ça a été fermé complètement, ou bien parce que on n'a pas donné les conditions normales de pouvoir travailler, par exemple ne pas donner la clim, ou d'autres services qui sont donnés dans le contrat signé entre cet indépendant et le canyon, et celui qui lui a loué Bien sûr. cet endroit-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que, point de vue juridique et économique, il y a eu un dégât qui a été fait et un manque à gagner important pour ces indépendants. Et dans ces cas-là, il y a un recours à justice qui est possible de faire, ce qu'on appelle par la tvia yitzugit, c'est-à-dire que plusieurs personnes... Une plainte collective. Une plainte collective. Exactement. D'ailleurs, pas obligatoirement du même canyon. Tous les gens qui ont été victimes de ça, je parle des indépendants, pas des clients qui n'ont pas pu faire dans cet endroit-là, parce que ça, on peut leur dire, t'avais qu'à aller dans un canyon qui était ouvert. Je parle des gens qui n'ont pas pu bien travailler. Ceux-là, et qui auraient voulu le faire, bien sûr, peuvent entamer une procédure judiciaire, et d'après ce que le passé a donné, il est certain qu'ils seront indemnisés. Donc ça, c'est une des conséquences à court terme. Ouais, et c'est d'ailleurs intéressant pourquoi les patrons, immédiatement, le soir même, dit qu'ils arrêtent Ils arrêtent ça, et que tous les canyonim vont être ouverts malgré tout. Normalement, okay. et même les autres choses qui ne devaient pas être ouvertes. Une deuxième chose qui était, d'ailleurs, plus ou moins concordant avec ce qui était arrivé, c'est que la Banque d'Israël a publié des chiffres, c'est ce qu'il appelle l'activité en Israël. Il fait chaque mois un indice de ce qui se passe. Et il avait noté que, point de vue de l'économie générale, la macro, il voyait des bonnes choses. Il voyait qu'il y avait plus, que le chômage d'abord restait stable, qu'il y avait plus d'exportations, que la croissance aussi était bonne. Tout ça, il s'est pondéré dans son indice, qui avait augmenté de 0,2%, ce qui est bien, parce que c'est pas comme les autres pays, comme en Europe, où on parle là-bas beaucoup de récession, et c'était bien aussi pour la balance des paiements. Donc, malgré la réforme, etc., le pays continue à bien fonctionner, on va dire. De toute façon, il faut toujours voir que, point de vue économique, le macro, pour l'instant, marche bien. Maintenant, quand je parle de conséquences à moyen terme, et par rapport à ce que les investisseurs ou autres pourraient craindre de la réforme judiciaire, je peux comprendre leurs craintes. En ce qui concerne en tout cas ce problème de raisonnabilité. Parce que dans le passé, il y a plusieurs décisions économiques qui ont été prises, qui ont été annulées par la Cour suprême et qui en fait, justement, ont eu des conséquences économiques. Je pourrais donner 3 exemples rapides.
Premièrement, concernant ce qui s'était passé dans les crèches. Au moment du ministre des Finances Lieberman, il avait voulu pousser tout le monde à aller au travail et dire que si quelqu'un, du couple, ne travaillait pas ou étudiait, que ça soit... une des deux personnes dans le couple ne travaillait pas, ils n'avaient pas droit à des subventions pour les crèches de leurs enfants. Oui, ou beaucoup ça avait fait un tollé général. Tout à fait. Voilà. Et ceux qui avaient été victimes de ça sont allés à la Cour suprême. Et la Cour suprême a annulé sa décision économique en disant que, effectivement, les gens n'avaient pas eu le temps de se préparer à ça. Les gens avaient pensé qu'ils auraient l'argent pour pouvoir les amener dans les crèches. Qu'est-ce que tu fais 2 ou 3 mois avant de décider autrement? Et ils avaient dit aussi, il y a une des fonctions bureaucratiques que tu aurais dû prendre pour pouvoir prendre cette décision. Vous ne l'avez pas fait au ministère des Finances. Et donc, c'est pas raisonnable. Voilà. Et ça, c'était grâce à Laïla Tazvirout que le Bagatz a annulé. Ouais. Et également des nominations qui pourraient paraître pas raisonnables des fois, qui sont pris par le gouvernement au niveau de gens très importants dans la fonction publique. Ça a été des fois annulé par le Bagatz, par la Cour suprême à cause de cette raison-là, ou bien le contraire, de pouvoir enlever, dire je veux déchoir. Par exemple, on parle maintenant directeur de la Poste, que si le Bagatz avait dit c'est pas raisonnable parce que je vois que c'est quelqu'un qui travaillait bien, et bien il pouvait annuler la décision d'un ministre à ce sujet-là. Donc, si maintenant c'est annulé, effectivement, ça pourra poser des problèmes. Maintenant, encore plus que cela, il faut savoir que les investisseurs, que ce soit en Israël ou à l'étranger, ce qu'ils aiment, c'est la stabilité, la certitude. Et le problème est le suivant, c'est que d'après la presse économique, encore que je dis, les juristes qui se sont prononcés dans la presse économique sérieuse disent qu'il y a des fortes chances pour que la Cour suprême annule cette décision cette loi faite par la Knesset en la décidant anticonstitutionnelle. Voilà, c'est ça, contre la loi fondamentale, parce qu'on n'a pas de constitution, on le sait. Donc on n'est pas au bout de nos peines, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça a aussi des conséquences économiques et sur les investissements et sur notre vie de tous les jours. Donc c'était intéressant de le rappeler. Par rapport au timing, ça veut dire que d'après la presse économique, on saura ce qui va arriver seulement début 2024. Et ça, c'est un problème, parce qu'il va y avoir, on est quand même en juillet, donc c'est 5-6 mois qui vont être assez durs à ce niveau-là. Voilà, donc tant qu'on n'est pas au clair sur cette question, peut-être que les investisseurs vont un peu freiner en attendant d'y voir un peu plus clair chez nous. Voilà, alors on continue avec une autre chronique. Alors là, c'est une chose intéressante qui touche nos agriculteurs. Une loi, décidément, on est toujours dans le côté juridique aujourd'hui, a été votée et qui va faire en sorte qu'on va un peu mieux contrôler la chaîne de distribution. On va désormais savoir d'où viennent les produits. C'est une obligation à présent. Tout à fait. Et ça, c'est nouveau. Tout à fait. Après 6 ans de discussion de la part des agriculteurs, une volonté du lobby agricole que cette loi soit promulguée, elle l'a été. Il y avait une forte opposition de la part du ministère de l'Économie parce qu'il y a aussi un coût à ça par rapport aux magasins. Maintenant, il s'agit des produits agricoles. Oui, mais quand on dit produits agricoles, c'est agricole plus, parce que le lait rentre en ligne de compte, la viande rentre en ligne de compte, le poisson aussi rentre en ligne de compte, donc c'est pas seulement les céréales, les fruits et les légumes. Tout à fait. C'est agriculture au sens général du terme, et donc fruits et légumes, et tout ce que vous avez cité ici, qui est concerné par cette loi-là. Donc, désormais, on va aller au super, on va savoir si nos pommes viennent du Venezuela ou si nos concombres viennent de Gaza. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est marqué dans la loi, dans la raison, en disant que c'est très important que le consommateur puisse savoir d'où ça vient, parce qu'il peut aussi préférer pouvoir acheter d'Israël et ne pas obligatoirement, c'est marqué dans la loi même, comme vous dites, Gaza, de ses voisins. Parce qu'il y a aussi un problème de santé ou d'autres problèmes que quelqu'un peut dire, moi, je veux pas acheter des concombres qui viennent de Gaza. Oui, et puis on peut aussi faire du protectionnisme en achetant blanc-bleu, quoi, tout simplement. Alors, quand vous parlez de protectionnisme, à mon avis, dans le cas d'Israël, c'est quelque chose de positif.
Pourquoi? Parce que dans la presse, à cause de la canicule, on ne peut pas ne pas faire cette chronique sans parler de ce qui se passe du dérèglement climatique du mois de juin et du mois de juillet. Et il a des conséquences, ce dérèglement climatique, très importantes, surtout en Europe, concernant aussi l'agriculture. Il y a une sécheresse maintenant en Europe, et des pays comme l'Espagne, qui étaient des pays qui en Europe étaient pilotes, étaient leaders au niveau agriculture. On l'appelle l'Espagne le verger de l'Europe. Eh ben, j'ai vu que 50% en moins il y aura d'huile d'olive, et surtout que le prix a augmenté en 2023 de 72%. En Espagne, de 100% en Grèce. Pour le prix de l'huile d'olive. Pour le prix de Ok. Donc vous allez nous dire que vous êtes en train de nous dire que Israël a peut-être son épingle du jeu à tirer avec justement cette façon de procéder désormais. Tout à fait, pour deux raisons. D'abord parce qu'Israël, depuis plusieurs années, a fait ce qu'on appelle des productions de désalinisation de l'eau. Et donc, pour l'agriculture, il y a maintenant beaucoup plus d'eau qu'avant qui est possible. Et deuxièmement, Israël est un des pays les plus avancés pour ce qu'on appelle le désert tech, c'est-à-dire le désert technologie. Et donc, Israël, d'ailleurs, exporte au monde entier des techniques qui pourraient leur permettre de produire malgré la sécheresse. Et Israël le fait déjà et est très avancé là-dedans. Et donc, en fait, cette loi-là va pouvoir donner un boost, moi je dirais, à l'agriculture israélienne et lui permettre de continuer à être indépendante, bien que je trouve qu'elle n'est pas assez subventionnée par l'État. Et en fait, c'est quelque chose qui va peut-être à moyen et à long terme sauver même l'économie du pays, parce que si on maintenant va choisir, comme c'est arrivé, par exemple pour l'ail, on a dit on va arrêter de produire de l'ail ici, on va importer beaucoup plus de Chine. Alors, on peut pas lutter contre l'ail chinois, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les agriculteurs israéliens ont dit, non, je peux pas lutter contre ce prix-là, j'arrête. Et 30% moins vous avez du mal à trouver de l'ail israélien sur les marchés. J'ai vu 30% en moins de production. Il n'a pas du tout la même qualité que l'ail chinois, d'ailleurs. Tout à fait. C'est très différent. Tout à fait. Et ça, c'est justement dans le fait que les consommateurs vont pouvoir jouer un rôle à ce niveau-là grâce à cette nouvelle loi. Voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer avec les bonnes nouvelles, même les très bonnes nouvelles, mais on va changer complètement de domaine. Après les fruits et les légumes, on passe tout simplement à la cosmétique et au maquillage en particulier, avec, on va dire, des résultats incroyables de l'entreprise Il Maquillage. Mais alors, que s'est-il passé? Quel est le secret de cette success story, Daniel? Oui, sûrement ceux qui nous écoutent et qui sont du genre féminin ont entendu parler de cette entreprise Il Maquillage. Moi, je dois dire qu'avant que je lis dans la presse financière, je ne connaissais pas cette entreprise-là. C'est une entreprise d'ailleurs qui, en 2013, a fait faillite. Elle était sous contrôle judiciaire et elle valait plus que 11 millions de shekels. Quelqu'un est venu, qui l'a racheté, M. Hotzman, et il a racheté par une société qui s'appelle Auditi, peu importe, et de ces 10 millions de shekels, 10 ans plus tard, elle vaut 10 milliards de shekels. Wow. Alors, j'espère pouvoir trouver pour mes auditeurs d'autres, de les dire même avant pour que les gens puissent devenir multimillionnaires en investir dedans. Il l'a fait d'ailleurs, c'est par une émission sur le marché du Nasdaq en Amérique que on sait qu'elle a cette valeur-là. Et il y a quelques jours de ça, elle a été émise et les investisseurs ont voulu saluer cette société, ont été prêts d'acheter 400 millions d'actions pour cette valeur que je dis de 10 milliards de shekels. Quelle est la raison de ce succès? Tout à fait. Il s'est dit, déjà à l'époque, je vais faire, au lieu que le cosmétique se vende que dans des magasins, je vais faire ça sur le online. Je pense qu'il y a aussi une possibilité de le faire et que ça marchera. Et en plus de ça, il y a quelques mois, il a ajouté le mot intelligence artificielle en disant ça lui permet dans le monde entier de mieux cibler chaque produit où il pourra mieux le vendre. Et il dit d'ailleurs que 40% de ses employés sont de la haute technologie. Ils ne sont pas des vendeurs normaux, mais c'est des gens qui lui font ça chaque fois, qui développent même l'intelligence artificielle ou les autres choses informatiques. Et maintenant, pourquoi d'ailleurs Wall Street, les bourses américaines, le Nasdaq a salué cette entreprise, parce qu'elle a eu des résultats exceptionnels. En 2021, elle était à 200 millions de dollars de ventes. En 2022, c'était déjà 300 millions de dollars. Au premier trimestre de
2023, elle a fait déjà tout ce qu'elle a fait tout en vente de ce qu'elle a fait en 2022. Donc c'est une croissance énorme avec un bénéfice très important de 20 millions, de dizaines de millions de dollars même. Et donc c'est pour ça qu'elle est arrivée à ce résultat-là et que les instituteurs en Amérique ont été d'accord d'acheter à ce prix-là. Bon, en tout cas, longue vie à Il Maquillage. On est ravis, nous, quand ce sont des entreprises israéliennes qui cartonnent, ça nous fait toujours plaisir. On continue avec le mauvais élève de la semaine, c'est Ikea. Voilà, Ikea qui va devoir payer et cher une cliente à lui qui est tombée dans ses couloirs. Que s'est-il passé, Daniel ? Oui, tout à fait. En 2017, pendant un jour de juillet comme ça, pendant les vacances, une dame a été avec sa fille et sa petite fille, je crois, pour aller à Ikea, dans l'endroit qui est réservé où on peut manger. Ceux qui ont fait restaurant. Ikea savent qu'il y a un endroit là-bas où il y a des restaurants, où il y a une façon possible de manger. Et elle avait donc, qu'est-ce qui lui est passé ? Elle a glissé sur une peau de légumes et elle est tombée, elle est mal tombée, elle a dû se faire opérer parce que de la hanche après. C'est cassé la hanche en fait. C'est cassé la hanche. Ok. Et elle avait un petit problème de santé avant, mais ça, bien sûr, ça l'a aggravé. Pendant 8 mois, elle n'a pas pu travailler. Et en plus de ça, même maintenant, toute sa vie, elle va rester avec 20% d'incapacité. Pendant des années, Ikea a refusé le moindre dédommagement en disant « Moi, j'ai employé une entreprise de Nikayon qui nettoie. Elle fait bien son travail. Il y a pour 250 mètres carrés, il y a 3 employés qui travaillent là-bas. Et si encore il y a un problème, il faut l'avoir par rapport à l'entreprise de nettoyage. L'entreprise de nettoyage a dit « Nous, on a fait ce qu'on devait faire. » Mais en fait, la caméra a montré que c'était pas comme ça et que quand elle est tombée, elle pouvait pas faire autrement. Elle pouvait pas regarder ce qui se passait pour ne pas tomber. Donc, en plus que Ikea avait coupé une partie du film où ça s'est passé, ça, la justice n'a pas aimé, et le juge a dit, non seulement j'accepte tout ce que la femme toutes les demandes de la cliente, ouais. Tout à fait. Mais en plus de ça, je voudrais dire ici, et je pense que il faut l'élargir, c'est qu'il a voulu le faire, que quand quelqu'un, une entreprise comme Ikea, fait venir chez lui des clients, il doit faire très très attention parce qu'il accueille des clients et tout ce qui peut arriver là-bas, ça va lui incomber. C'est bien entendu, donc c'est un message qui est donné. C'est sa responsabilité. Donc ça veut dire qu'on peut, si ça arrive, on ne le souhaite pas, mais on peut se retourner contre le magasin dans lequel on a eu un problème. C'est comme si, d'ailleurs, on tombait dans la ville, dans la rue, on peut aussi se retourner contre la ville. Alors, elle va gagner combien cette cliente ? 500 000 shekels. Pas parce mal. que c'est tout, ça a été également des choses directement de ces opérations et autres, mais également le fait qu'elle reste en incapacité de travail pour une certaine façon et qu'elle n'a pas pu travailler pendant plusieurs mois. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut savoir ce genre de choses, effectivement, peut aider des gens qui ont eu un problème de ce genre. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim. C'est toujours un plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Très bien.